Le langage est créateur, c'est-à-dire qu'il essaye d'attraper la réalité, il n'y arrive jamais, mais en essayant d'attraper la réalité, il attrape autre chose qui est derrière la réalité. Donc en fait, il apporte des éléments d'imaginaire qui sont à peu près indéfinis, mais qui dépendent fortement de lui. L'imaginaire de la langue française, elle est tributaire de l'imaginaire du latin, elle est tributaire de l'imaginaire de l'italien au XVIIe siècle, de l'espagnol, de l'anglais à partir du XVIIIe siècle, de l'imaginaire nord-américain. Je parlais des dinosaures, voilà. On a découvert les squelettes entiers, chose absolument exceptionnelle, aux États-Unis. Et c'est des États-Unis qu'est partie l'idée de reconstituer, de se demander comment étaient ces bêtes et pourquoi elles ont disparu. Et il y a tout un imaginaire qui s'est branché là-dessus, avec la mise en rapport complètement fictive entre nous aujourd'hui et ces animaux qui ont disparu parce que les conditions étaient complètement différentes, alors que d'autres animaux qui étaient leurs contemporains, tout le monde s'en fout, on n'en parlera jamais, parce que leurs noms sont dans des listes scientifiques en latin, la nomenclature paléontologique, et si ça s'en sort pas, alors c'est un puits sans fond. Hein. Quand vous regardez une fourmi, vous dites, bah, qu'est-ce que c'est qu'une fourmi? Pour un entomologiste, il y a 4000 espèces de fourmis. Chacune de ces espèces a des caractéristiques différentes. Nous ne les percevons pas, heureusement, parce que le mec qui perçoit les 4000 espèces de fourmis, il n'a plus tellement de neurones pour s'occuper du reste. C'est un peu dangereux. Donc ça, c'est le problème des grands spécialistes de certaines questions. Mais il y a toujours des moyens de désigner. C'est vraiment sans fin. De désigner et de faire marcher pour obtenir du discours. Et ce discours, ça peut être de la narration, c'est le roman, ça peut être de l'action, c'est le théâtre, ça peut être de l'imaginaire et un mélange de tout ça, mais avec un discours qui n'est pas le discours naturel, et c'est la poésie. Et si on n'avait pas ces éléments-là, qui n'existent que grâce au langage, on serait terriblement appauvri. Perdre le langage, c'est perdre la poésie, c'est perdre le théâtre, c'est perdre le rêve, parce que qu'est-ce que le rêve quand il n'est pas raconté? Ce sont des images dont on ne peut rendre compte et qu'on ne peut même réanimer dans sa tête quand on a rêvé qu'en les disant. La psychanalyse ne marche que par les mots. S'il n'y a plus de mots, entre un muet et un sourd, il ne peut pas y avoir analyse. Donc, on peut observer ça. C'est un peu gênant d'ailleurs, parce qu'on se dit que finalement, ça manque de transmission de pensée directe. Pour le moment, alors l'intelligence artificielle va poser de sacrés problèmes à tout ça. Je pense que les choses ont été pensées depuis très longtemps. On a l'impression qu'on découvre quelque chose de totalement nouveau. Et il y a une partie qui est découverte et qui est nouvelle, et il y a une très grande partie, surtout quand on essaye de communiquer là-dessus et de le rendre compréhensible, qui est depuis très longtemps pris en compte par les philosophes, etc. C'est-à-dire que les philosophes se sont toujours demandé qu'est-ce qui se passait entre des gens qui ne parlaient pas. Il y a des mythes entiers. L'enfant loup qui n'a pas de langage, etc. Le sourd muet, de même que Diderot s'était intéressé à qu'est-ce que c'est que les aveugles, qu'est-ce que c'est qu'être aveugle, c'est-à-dire être privé de la vision. Et au fond, il aboutit à quelque chose qui est assez évident dès le départ, qui est que là, les éléments auditifs, et donc la parole, prend une importance, et les sons en général, mais la parole en particulier, et donc toujours le langage. Et puis on oublie souvent qu'on dispose de deux langages, nous, à partir du moment où il y a une écriture et où on la maîtrise. Et on s'en aperçoit uniquement quand ça ne marche pas. Alors on va parler d'analphabétisme quand il y a transfert de population, on va parler d'illettrisme quand les gens ayant été à l'école ont oublié les trois quarts et ont du mal à lire deux lignes. Et c'est vrai que c'est un handicap formidable à l'intérieur des sociétés modernes et contemporaines. Mais ce dont on parle très peu, c'est que ceux qui n'ont pas ce handicap, ils ne s'interrogent pas beaucoup dans les différences entre le parler et l'écrit. Et les différences entre le parler et l'écrit, elles ont toujours été très importantes, mais elles varient beaucoup suivant le statut technique. Quand apparaît Gutenberg et l'imprimerie, ça change de nature. Quand apparaît l'informatique, ça change encore plus de nature.
Immédiatement avant l'informatique, on ne cessait de dire, et je suis assez vieux pour m'en souvenir, que c'était foutu pour l'écriture. Parce qu'avec le téléphone, la radio, le cinéma parlant, etc., l'écriture était sous-estimée, qu'il n'y en avait plus pour l'image et pour la parole. Donc la parole sonore. Voilà. Bon, c'est exactement le problème qui existe entre un scénario écrit ou une pièce de Racine ou de Corneille et puis la représentation théâtrale où ça repasse au stade de la parole qui est le stade premier. Mais la différence entre parole et écriture, elle a toujours été sensible. Et là, elle vient de changer très fort parce qu'on s'est remis violemment à l'écriture avec les tweets, les blogs et toutes les communications par Internet. Et du coup, la nature de la parole écrite par rapport à l'oral a changé. L'écrit est devenu plus spontané. Et que maintenant, on peut dire qu'il y a deux écrits. Il y a l'écrit un peu n'importe comment, avec une orthographe phonétique, donc un retour implicite vers la parole, quand on phonétise. Et puis ça dépend des langues. L'espagnol a la chance d'être pratiquement une langue phonétique par un travail de nettoyage qui a duré des siècles. Le français et l'anglais, pas du tout. On dit knife et il faut mettre un K au début. On dit doigt, il faut mettre un G entre le I et un T qui n'est pas prononcé non plus. Donc voilà, on a des différences considérables suivant les pays. Et il est beaucoup plus facile d'alphabétiser des Amérindiens en Amérique du Sud en espagnol que d'alphabétiser des Africains en français. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait dont on parle très peu. Ce sont des choses qui sont très très peu évoquées parce qu'il n'y a rien à faire, on ne peut pas les contourner. Et là, on dirait que le langage, d'une certaine manière, est un tyran. Parce que c'est un outil précieux, mais c'est en même temps quelque chose qui limite et qui force à des efforts plus ou moins grands. Un gamin japonais qui est obligé d'apprendre 3 systèmes d'écriture, il a à la fois un travail supplémentaire considérable par rapport à un gamin français ou anglais, et après, il a un avantage heureux, c'est-à-dire d'avoir, au point de vue mental, des capacités de transfert de code qui en font un client. C'est peut-être pas par hasard si les Indiens sont si forts en informatique, il y en a partout aux États-Unis pour faire de l'informatique, parce que ce sont tous des gens plurilingues, tous. Et ceux-là, en particulier, qui sont des gens éduqués, qui sont allés à l'école, savent, en plus de leur langue, savent l'anglais. Alors pour peu qu'ils soient de l'Inde du Sud, ils connaissent l'hindi, qui est la langue nationale la plus importante, mais il y a 14 langues nationales quand même. Et ils connaissent naturellement leur langue maternelle, qui est une langue dravidienne, qui n'a absolument rien à voir avec l'hindi. Bon, voilà. Et là, il y a des gens qui sont favorisés et défavorisés à la fois. Et je pense que dans la francophonie, les gens sont particulièrement lovés dans leur langue et ils ont du mal à en sortir. Et c'est à cause de ça qu'ils sont tellement accueillants aux emprunts, parce qu'ils ne les sentent même pas comme des emprunts. Il n'y a que les anglicistes pour ne pas faire d'anglicisme.